Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire des rendez-vous experts trimestriels consacré donc à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il est présenté en partenariat avec Moniteur Juris et la revue Opérations immobilières et le cabinet Racine. Ces webinaires ont pour objectif d'analyser l'actualité législative et jurisprudentielle de ces 3 derniers mois en droit de l'urbanisme pour vous aider à adapter vos pratiques professionnelles. Cette actualité est ici analysé par Anthony Bichelon, avocat au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine. Il est spécialisé en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. Vous pouvez poser vos questions comme indiqué sur la diapositive qui s'affiche et Anthony Bichelon répondra à la fin de son intervention à toutes vos questions. Je lui laisse maintenant la parole et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. On va analyser ensemble, comme on en a pris l'habitude depuis 1 an et demi, l'actualité jurisprudentielle et législative de ces 3 derniers mois. Vous devez avoir à votre écran le sommaire qui apparaît. Donc le programme de ce webinaire est essentiellement jurisprudentiel. Entre le moment où j'ai fait le support et aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti, c'est le décret du 24 juin dernier, dont je vais vous parler tout de suite et qui apporte une petite modification procédurale qui est intéressante. Vous savez que depuis la loi Elan, en fait, dans les zones tendues, qui peuvent concerner du coup des villes comme ou des agglomérations ou métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, il a été demandé par le législateur aux juridictions administratives de statuer, de juger les contentieux de permis de construire en 10 mois. Aucune sanction n'est prévue si les juridictions administratives ne respectent pas ce délai, mais dans la pratique, on constate effectivement que les tribunaux administratifs ont joué le jeu et ils ont considérablement réduit les délais d'instruction puisque sur Lyon à Paris, on est entre le dépôt de la requête et aujourd'hui les jugements, on est sur un délai de 10-12 mois de procédure, ce qui est très correct et significatif, hein, la réduction, puisque avant il fallait plutôt compter entre 18 et 24 mois pour avoir un jugement. Par ailleurs, ce dispositif a été complété en fait d'une suppression temporaire mais qui est renouvelée, une suppression de l'appel, de la voie d'appel, ce qui fait qu'aujourd'hui en zone tendue, vous avez des décisions de justice en 10 mois concernant le contentieux des autorisations d'urbanisme et les requérants ou le bénéficiaire d'autorisation d'urbanisme ne peut pas faire appel. Ce dispositif, depuis le décret du 24 juin 2022, a été élargi au contentieux des refus de permis de construire. Donc cette disposition a pour vocation, elle aussi, en fait, d'accélérer la production de logements et elle va fortement impacter les pratiques, puisque tout recours qui pourrait être, tout refus abusif qui pourrait être délivré par une mairie parce qu'elle ne veut pas d'un projet, aujourd'hui, il va falloir compter 10-12 mois de procédure devant le tribunal administratif et pas d'appel sur cette procédure. Donc voilà pour ces changements. Alors ça ne concerne là encore que les zones tendues. Donc il y a une partie du territoire français qui n'est pas concernée par ces dispositions. En tout cas, partout où vous êtes en zone tendue, vous allez voir une réduction des délais de procédure pour les refus de permis de construire. Voilà pour ces premiers éléments qui ne sont pas intégrés dans le support compte tenu de ce décret qui a été rendu ces derniers jours et qui je n'ai pas pu prendre en compte dans l'établissement du support. Sur maintenant l'actualité mentionnée dans le présent webinaire, on va passer à un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 avril dernier et qui est intéressant à plusieurs égards. Alors vous le savez, on a l'habitude d'en parler durant ces webinaires. Il ne fait pas bon aujourd'hui établir un PLU parce que les juridictions sont de plus en plus regardantes sur la façon dont vous les élaborez et sur votre sérieux dans cette élaboration. Et l'un des objectifs des PLU, c'est de s'assurer que la consommation foncière qui va être autorisée par le PLU sur une commune ou une intercommunalité soit justifiée par les besoins du territoire.
Alors, comment on arrive à démontrer que un territoire a besoin de telle et telle consommation foncière? Ben, c'est en fonction de la croissance démographique de ce territoire. Et dans la présente affaire, soumise au contrôle de la Cour administrative d'appel de Nantes, on avait une petite commune de Bretagne qui avait adopté un PLU qui prévoyait et qui permettait en tout cas une consommation foncière équivalente à 6 hectares sur les 10 prochaines années, alors que la commune connaissait une baisse de sa population sur ces 10 dernières années. Le juge d'appel a confirmé l'appréciation du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé le PLU au motif d'une insuffisance des documents parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas suffisamment démontré dans les différents documents du plan local d'urbanisme que la consommation foncière qui allait être permise par ce nouveau PLU était justifiée par les besoins du territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le deuxième motif d'annulation, c'est sur la loi littorale. On est, comme je vous l'ai dit, région Bretagne, et de nombreuses communes sont soumises à la loi littorale. Et quand la loi littorale s'applique, il y a, dès lors qu'une commune est soumise à la loi littorale, il y a un principe très clair qui s'applique sur toute la commune, c'est une extension de l'urbanisation qui ne peut être réalisée qu'en continuité de ce qu'on appelle les agglomérations ou les villages existants. Alors, les agglomérations et les villages existants, ils vont être identifiés par le schéma de cohérence territoriale et ils vont être localisés précisément par les plans locaux d'urbanisme. Et ici, les requérants qui contestaient, qui était, il me semble, une association de défense de l'environnement qui contestait le PLU, ont considéré qu'étaient classés en zone urbaine ou en zone à urbaniser des terrains qui n'étaient pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens du schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire. Autrement dit, si le PLU avait été appliqué en tant que tel, il aurait permis une extension d'urbanisation en continuité d'un espace qui n'est pas une agglomération ou un village, en violation de la loi littorale. Sur ce deuxième motif, la Cour administrative d'appel a effectivement validé le jugement du tribunal administratif qui lui-même a annulé le plan local d'urbanisme de la dite commune. Donc, ce que vous devez retenir de cette première jurisprudence, c'est un principe que l'on revoit quasiment à chaque fois lors de mes interventions dans ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, toute consommation foncière permise par le PLU doit être justifiée dans les documents du PLU par un besoin de la commune. Et ce besoin, en fait, c'est une pression foncière, c'est une croissance démographique, mais une commune qui n'a pas de croissance démographique ne peut pas avoir une consommation, ne peut pas avoir un PLU qui permette une consommation foncière excessive. Et le deuxième point, c'est que quand vous êtes soumis à la loi littorale, la façon dont vous élaborez le PLU est importante, puisque les zones à urbaniser ou urbaines qui permettent une extension de l'urbanisation ne peuvent se situer qu'en continuité d'un village ou d'une agglomération identifiée comme telle dans le schéma de cohérence territoriale. Voilà pour cette première jurisprudence qui n'est qu'un rappel de grands principes jurisprudentiels existants, mais sur lesquels je me permets d'insister, notamment pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui travaillent à l'élaboration de nouveaux documents d'urbanisme. Deuxième jurisprudence qui méritait d'être évoquée avec vous, là encore, c'est plus particulièrement à destination des élus et du personnel des différentes collectivités. C'est une jurisprudence, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 2 mai 2022 et qui concerne la responsabilité d'une commune de Corse qui a été engagée par un administré qui avait sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel. Un rapide rappel des faits, on a un administré qui souhaite acquérir un terrain dans un lot d'un lotissement sur la commune de Porto Vecchio. Donc on est déjà sur un lot d'un lotissement et il prend toutes les garanties possibles pour bien s'assurer que le terrain soit constructible en déposant auprès de la commune un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison de 400 mètres carrés de surface de plancher avec piscine.
le certificat d'urbanisme opérationnel va lui être délivré par le maire de la commune. Et comme vous le savez, le certificat d'urbanisme opérationnel n'est pas une autorisation d'urbanisme, mais c'est un acte par lequel l'administration vient dire à l'administré que le projet qu'il entend réaliser est faisable. Fort de ce certificat d'urbanisme opérationnel, le particulier va acquérir le lot du lotissement et déposer une demande de permis de construire qui va être refusée par le maire en raison de différents avis qu'il va avoir requis auprès de plusieurs autorités. Et là encore, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui justifie le refus de permis de construire? En fait, c'est la violation de la loi littorale au motif qu'on n'est pas dans la continuité d'un espace d'ores et déjà urbanisé de type agglomération ou village, et la loi littorale étant applicable, opposable directement à une demande de permis de construire, quand bien même vous vous citeriez dans un lotissement, quand bien même vous auriez un certificat d'urbanisme opérationnel, le maire est tenu de faire application de la loi littorale et de vous refuser le permis de construire. Refus de permis de construire, l'acquéreur se retrouve donc avec un terrain qu'il a acquis, plusieurs centaines de milliers d'euros, et terrain qui est aujourd'hui inconstructible. Qu'est-ce qu'il fait? Il engage la responsabilité de la collectivité, dans un premier temps de façon amiable, parce que c'est obligatoire de faire un recours contentieux préalable, un recours gracieux préalable en matière indemnitaire, puis il saisit les juridictions administratives pour obtenir la condamnation de la commune. Et effectivement, qu'est-ce que nous dit la Cour administrative d'appel de Marseille? Elle nous dit que la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel qui a confirmé auprès de l'administré la constructibilité du terrain pour un projet de maison individuelle de 400 m² de surface de plancher avec piscine, l'illégalité de ce certificat d'urbanisme opérationnel, parce qu'en fait le terrain n'était pas constructible compte tenu de la loi littorale, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Et là, vous pouvez le constater à la lecture du slide qui apparaît sur votre écran, la commune de Porto Vecchio a été condamnée à indemniser l'administré à hauteur de 736 000 euros pour les frais d'acquisition du terrain, frais d'architecte et autres taxes et charges qu'il avait d'ores et déjà dû payer. Donc 736 000 euros, ce n'est pas une petite somme, donc faites attention et gardez bien toujours en tête que tout acte administratif de l'administration, dès lors qu'il est illégal, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, y compris les certificats d'urbanisme opérationnel. Donc faites bien attention lorsque vous en délivrez à ce que la constructibilité du terrain soit bien assurée. Troisième actualité intéressante, Conseil d'État 22 avril 2022, on est toujours sur des problématiques loi littorale. Vous devez savoir qu'en matière de loi littorale, il y avait historiquement deux types de secteurs, hein, pour savoir si on pouvait construire ou pas. Il y avait les secteurs qu'on considérait comme étant déjà urbanisés. Dans ces secteurs, comme je vous l'ai dit, on pouvait prévoir des extensions d'urbanisation en continuité. Et puis après, il y avait les secteurs qu'on considérait être des secteurs plus diffus. Et dès lors qu'on était dans un secteur diffus, c'est-à-dire non urbanisé, on n'avait pas le droit de faire des opérations d'extension d'urbanisation. La loi Elan est intervenue en 2018 et elle a créé, en fait, entre les secteurs diffus et les secteurs déjà urbanisés, tels que les agglomérations et villages identifiés par le SCOT et délimités par le PLU, elle a créé un autre type de secteur qu'on appelle les secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et les villages, dans lesquels vous allez pouvoir réaliser des opérations qui visent à améliorer l'offre d'hébergement ou de logement ou à implanter des services publics. Donc, on peut construire dans les secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et villages existants, pour des services publics ou pour améliorer l'offre d'hébergement ou de logement. C'est possible, mais à la condition de ne pas être dans la bande de 100 mètres, la bande littorale de 100 mètres, ou de ne pas être dans un espace proche du rivage. Voilà donc pour ce rappel de la loi Elan. Et on ne savait pas véritablement ce qu'était un espace urbanisé autre
qu'une agglomération ou un village. On avait cet article L121-8 qui apparaît à votre écran, qui venait nous dire que ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, la continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, électricité, assainissement, collecte des déchets ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Ça, c'était la seule définition qu'on avait. À l'inverse, on a des secteurs diffus où on considère qu'il y a très peu, une urbanisation très peu dense, des diffus. Hein. Et après, on avait les secteurs urbanisés. Les secteurs urbanisés, c'est des secteurs qui sont définis par le juge comme des secteurs dans lesquels on a un nombre et une densité significatifs de construction. Retenez bien ce mot de significatif. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, on a en fait une cour administrative d'appel qui, du coup, a à vérifier si oui ou non un projet sur un secteur est possible en extension de l'urbanisation. Donc, la cour administrative d'appel a vérifié, est-ce qu'on est dans une agglomération ou un village au sens du SCOT? Elle l'a écarté. Et après, elle avait à vérifier si on était dans un secteur urbanisé autre qu'une agglomération ou un village, ou si on était plutôt dans un secteur diffus. Et dans cette affaire, la Cour administrative d'appel était venue nous dire que le site, le projet s'inscrivait dans un compartiment qui ne présentait pas une densité significative de construction pour juger qu'il n'était pas situé dans un secteur déjà urbanisé. Et le Conseil d'État est simplement venu nous dire qu'un secteur urbanisé autre qu'une agglomération ou un village n'avait pas besoin de présenter une densité significative. Donc, il a considéré que la Cour administrative d'appel s'était trompée. Elle avait été plus loin que ce qui lui était demandé en vérifiant s'il y avait une densité significative. Donc, en résumé, aujourd'hui, quand vous êtes dans une commune soumise à la loi littorale, il y a 3 types d'espaces. Les secteurs urbanisés, qui sont des agglomérations ou des villages au sens du SCOT. Donc, pour être une agglomération ou un village, il faut que le nombre et la densité de construction soient significatives. Après, il y a les espaces, les secteurs urbanisés autres que les agglomérations ou les villages dans lesquels on peut prévoir des opérations de construction qui visent à améliorer l'offre de logements existante ou à implanter un service public, dès lors qu'on n'est pas dans la bande littorale ou dans un espace proche du rivage. Dans ce cas-là, il faut vérifier qu'on a bien tous les réseaux, qu'il y a une densité de construction dans le secteur, mais une densité qui n'a pas besoin d'être significative. Et après, il y a les secteurs diffus dans lesquels on ne peut rien faire. Donc voilà pour cet arrêt intéressant du Conseil d'État qui vient nous dire qu'un secteur urbanisé autre qu'un village ou une agglomération n'avait pas besoin de présenter une densité significative. Donc ces éléments-là servent aux auteurs des documents d'urbanisme pour établir leurs documents d'urbanisme et notamment les espaces qui peuvent être considérés comme étant des zones urbaines ou à urbaniser. On passe à une actualité jurisprudentielle relative au droit de l'environnement avec un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui est intellectuellement intéressant et qui avait à traiter en fait d'un refus d'implantation d'éoliennes au motif de la protection des paysages et du patrimoine immatériel. Vous savez qu'aujourd'hui, dès lors qu'on a un projet d'aménagement, de construction qui est soumis soit au régime de l'autorisation loi sur l'eau, soit au régime de l'autorisation ICPE, on bascule dans cette fameuse autorisation environnementale unique. Et là, effectivement, la ferme d'éoliennes était soumise à autorisation environnementale unique. Donc, outre les autorisations d'urbanisme que le maître d'ouvrage devait solliciter, il devait également obtenir du préfet la fameuse autorisation environnementale unique. Et cette autorisation environnementale unique pour la réalisation de sa ferme d'éoliennes va lui être refusée par la préfecture au motif, sur le fondement de l'article L511-1 du Code de l'environnement, et au motif qu'il y avait une atteinte au paysage. Effectivement, le Code de l'environnement nous dit que toute autorisation environnementale unique peut être refusée s'il y a une atteinte qui est portée, notamment au paysage. Et ici, cette ferme d'éoliennes s'inscrit dans un site particulier à différents égards. On a à proximité un site patrimonial remarquable, on a à proximité
de monuments historiques et surtout, on se situe dans un site qui est connu parce que cité dans de nombreuses œuvres de Marcel Proust. Dans ce dossier, on a un ABF qui est consulté, qui rend un avis défavorable. On a les maires des communes concernés par le projet qui sont consultés, qui remettent un avis défavorable. Et on a un commissaire enquêteur, parce qu'il y a enquête publique, qui rend un avis défavorable. Et toutes ces autorités nous disent qu'il y a une atteinte au paysage, mais pas que. Il y a une atteinte à la composante immatérielle du paysage, parce que dans toutes les œuvres de Marcel Proust, le paysage dans lequel s'inscrit cette ferme d'éoliennes est cité. Et il y a cette composante immatérielle, cet imaginaire collectif que l'on peut avoir en raison de la lecture des œuvres de Marcel Proust, qui doit être préservé. Et c'est sur ce fondement-là, en partie, que le préfet a refusé de délivrer l'autorisation environnementale. Et ce refus d'autorisation va être validé par la Cour administrative d'appel, qui nous a notamment dit que le projet de parc d'éolien risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi à un site remarquable classé et à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illier-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l'œuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux. Et ainsi, la Cour administrative d'appel valide le refus. Donc, ce que vous avez à retenir de cet arrêt, c'est que quand on parle aujourd'hui, et c'est ce qui est un peu novateur avec cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait référence à une protection des paysages, il y a derrière cette notion de protection des paysages une composante immatérielle qui peut exister et que l'autorité administrative dans l'instruction des demandes d'autorisation environnementale doit protéger ou préserver. Voilà pour cet arrêt qui, n'hésitez pas à faire part de vos observations sur celui-ci. Autre arrêt intéressant, Cour administrative d'appel de Toulouse. Vous savez qu'il y a une nouvelle Cour administrative d'appel qui a été créée à Toulouse et elle rend des arrêts pour le moins intéressants. On avait, et là je m'adresse aux personnes qui instruisent les autorisations d'urbanisme et aux maîtres d'ouvrage qui les sollicitent. Vous savez que l'an dernier, je crois, le Conseil d'État avait rendu une jurisprudence intéressante, à savoir que par principe, un terrain qui est enclavé n'est pas constructible. Donc normalement, et jusqu'à présent, les mairies étaient tenues de refuser un permis de construire dès lors que le terrain était enclavé et qu'il n'y avait pas une servitude de passage dont pouvait bénéficier le maître d'ouvrage. L'an dernier, le Conseil d'État avait validé un permis de construire dans lequel le maire avait inséré une prescription. Et cette prescription, c'était le permis est délivré à la condition qu'une servitude de passage soit instituée au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. Il y avait eu un contentieux autour et les juridictions de cet arrêté de permis de construire, et les juridictions avaient validé le fait qu'un maire pouvait parfaitement délivrer un permis de construire qui, au jour de la délivrance du permis, était enclavé, mais à la condition qu'une prescription soit prise dans le permis pour dire qu'au jour de l'ouverture du chantier, le maître d'ouvrage devait justifier de l'existence de la servitude. Là, c'est toujours la même problématique, c'est la question de l'enclave. On a un permis de construire qui a été obtenu pour un terrain enclavé. Le permis est contesté devant les juridictions administratives et le tribunal administratif, au jour où il rend son jugement, il constate qu'il n'y a aucune servitude de passage qui pourrait bénéficier aux bénéficiaires du permis. Et il annule le permis. Le maître d'ouvrage le promoteur fait appel de cette décision parce qu'en parallèle de la procédure devant les juridictions administratives, il a ouvert une procédure devant le juge judiciaire aux fins de désenclavement et d'obtention d'une servitude de passage. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse, c'est qu'au jour où la Cour administrative d'appel rend son arrêt, elle constate qu'effectivement, au jour où le permis de construire a été délivré, il n'y avait pas de servitude de passage, mais cette lacune a été régularisée depuis.
et la servitude a été délivrée par un jugement, constaté, l'enclave a été constatée et la servitude délivrée entre le jugement de première instance et l'arrêt de cour administrative d'appel. Eh bien, pour la cour administrative d'appel, le vice a été régularisé et elle valide le permis de construire. Donc, vous voyez comme l'évolution qu'on a eue ces dernières années du contentieux de l'urbanisme, qui est devenu un contentieux très mouvant, avec effectivement des possibilités de régularisation. Et là, c'en est typiquement le cas, c'est-à-dire que le maire aurait dû refuser le permis de construire parce que terrain enclavé. Le contentieux s'est déroulé. Au jour du jugement de première instance, toujours pas de servitude délivrée pour le maître d'ouvrage. Donc, le tribunal a bien fait, a eu raison d'annuler le permis de construire. Appel est fait. La Cour administrative d'appel de Toulouse constate que depuis, il y a eu une servitude validée par les juridictions judiciaires, ce qui lui permet de valider le permis de construire. Voilà pour cette actualité. Autre actualité qui concerne cette fois-ci les conditions d'exonération d'une commune de l'obligation d'un pourcentage minimal de logements sociaux. C'est un arrêt du Conseil d'État rendu le 10 mai 2022. J'ai appris, c'était une chose que je ne savais pas, c'est que une collectivité pouvait parfaitement demander à être exonérée de ses obligations en matière de logement social. Vous savez que le principe, c'est que depuis la loi SRU, chaque commune, je crois que c'est 3500 habitants, toute commune de plus de 3500 habitants doit avoir sur le territoire de sa commune 20 à 25% des logements du parc de résidence principale affectés au logement social. Il est possible de demander une exemption à chaque début de période triennale parce que les objectifs sont revus tous les 3 ans. Comment fait-on? Quelle est la procédure à mettre en œuvre pour qu'une commune bénéficie de cette exemption? Il faut qu'elle soit mentionnée sur un décret pris par le ministre. Comment peut-elle être mentionnée sur ce décret? Il faut que la commune fasse la demande à l'établissement public de coopération intercommunale de bien vouloir faire la demande auprès du ministère pour que la commune soit inscrite. Pour pouvoir demander l'exemption, il y a 3 conditions alternatives qui sont mentionnées sur le slide que vous voyez ici. La première, c'est que la commune ne doit pas être située dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bases sains de vie hop là. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci pour lire le slide. De bassin de vie et d'emploi les rendent faiblement attractives, première condition. La deuxième condition, c'est que la commune doit être située dans une agglomération ou un EPCI dans lequel le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'aménagements annuels est inférieur à un seuil fixé par décret. Et la troisième condition, comme la commune, il faut que la commune, dont plus de la moitié du territoire urbanisé, est soumise à une interdiction de construire des bâtiments d'habitation en raison notamment du classement en zone A, B et C d'un plan d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques. Donc ces 3 conditions ne sont pas cumulatives, elles sont alternatives. Donc, pour qu'une commune puisse être inscrite sur le décret, elle doit se rapprocher de l'EPCI, justifier auprès de l'EPCI qu'elle rentre dans l'un des 3 motifs d'exemption que je viens de vous lire, et il appartiendra à l'EPCI de vérifier si on est dans l'un des 3 cas ci-dessus mentionnés. Si l'EPCI constate qu'on n'est pas dans l'un des 3 cas, il refuse la demande et il n'en fera pas part au ministère. Si en revanche, il constate que la commune est bien concernée par l'un des 3 cas, il est tenu de faire la demande auprès du ministre, sauf s'il peut justifier qu'il y a d'importantes demandes de logements locatifs sociaux sur le territoire de l'EPCI, que le taux de logements sociaux de la commune est faible, et que cette commune, ou alors que cette commune n'a pas fait d'efforts durant toutes les dernières années pour essayer d'atteindre l'objectif SRU. Donc, dans tous les cas de figure, si l'EPCI, lorsqu'il a constaté que la commune était visée par l'un des 3 motifs d'exemption, souhaite refuser de faire la demande auprès du ministre, il doit donner un motif de refus à la commune. Le fait
que le PCI refuse ne peut pas être contesté devant le juge directement par la commune. La commune doit attendre que le décret soit pris, constater qu'elle n'est pas mentionnée dans le décret qui l'exempte de respecter la loi SRU et contester ce décret. Et là, dans cet arrêt du Conseil d'État de 2022, on a effectivement une commune dont j'ai plus le nom. Le PCI a refusé de faire une demande d'exemption pour la dite commune auprès du ministère et elle a contesté le décret au motif que le décret ne la mentionnait pas. C'est allé devant les juridictions administratives et les juridictions administratives ont effectivement annulé le décret au motif que le PCI avait refusé de faire une demande d'inscription de la commune, alors même que la commune rentrait dans l'un des 3 cas de motif d'exemption et que le PCI n'avait pas justifié auprès de la commune de la raison pour laquelle il refusait de faire la demande. Donc, c'est une décision qui est intéressante parce que c'est une procédure qui est très peu connue. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux élus ou au personnel des collectivités qui pourraient être concernés par l'un des 3 motifs d'exemption que vous voyez apparaître à l'écran et qui sont énumérés à l'article 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Sachez que vous pouvez effectivement demander auprès de votre PCI à chaque début de période triennale de bien vouloir faire une demande d'exemption en matière d'objectifs de logement social. Autre jurisprudence intéressante qui va intéresser plus particulièrement les lotisseurs, c'est la fameuse TVA sur marge. Vous savez qu'on avait eu un arrêt très intéressant et très attendu le 30 septembre 2021, un arrêt de la CJUE, concernant la TVA sur marge, et on a enfin la position du Conseil d'État à cet égard. Pour bénéficier du régime de la TVA sur marge, il faut que le lotisseur qui achète un terrain et qui le revend dans lot conserve l'identité de ce terrain. Alors, qu'est-ce que l'identité? L'identité d'un terrain, c'est est-ce que c'est un terrain bâti, non bâti, à bâtir ou pas? Qu'est-ce que vient nous dire le Conseil d'État? Il vient nous confirmer que lorsque vous achetez un terrain qui est un terrain non bâti, et que le terrain va être revendu non bâti parce que le terrain a été classé en zone, par exemple, été classé en zone agricole ou naturelle, que le terrain est devenu constructible, que vous revendez les lots en tant que terrain à bâtir, le Conseil vient vous dire que vous ne bénéficiez pas, le Conseil d'État vient de vous dire que vous ne pouvez pas bénéficier de la TVA sur marge. En revanche, il nous confirme que la TVA sur marge est possible lorsque vous achetez un terrain à bâtir et que derrière, vous en modifiez les caractéristiques, notamment en déposant un permis d'aménager ou une DP pour créer des lots, ou si vous réalisez des travaux d'aménagement qui permettent de viabiliser différents lots. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez modifié le terrain parce que le terrain que vous avez acquis, un terrain à bâtir de 10 000 m², vous allez le diviser pour faire plus 8-9 lots à bâtir. Vous avez une modification de ce terrain, vous allez vendre 8-9 lots à bâtir, vous pourrez bénéficier de la TVA sur marge, ça y est, c'est acté. De la même façon, si vous réalisez des travaux d'aménagement qui permettent justement de viabiliser le terrain, là encore, on ne vous le reprochera pas et vous pourrez toujours bénéficier de la TVA sur marge. C'est une décision intéressante et le ministre nous avait dit en février 2022, on était dans l'attente de cette décision, le ministre nous avait dit que la doctrine fiscale de l'administration française se calerait sur cet arrêt du Conseil d'État. Donc, plus d'insécurité juridique pour les lotisseurs. Si vous achetez des terrains à bâtir et que vous les divisez, vous bénéficierez de la TVA sur marge. Du régime de la TVA sur marge, plus intéressant que le régime de la TVA sur le prix total. Enfin, une dernière actualité jurisprudentielle. Vous savez qu'aujourd'hui, là je m'adresse plus particulièrement aux collectivités et également aux maîtres d'ouvrage, toujours dans un but de réduire le contentieux contre les autorisations d'urbanisme.
le législateur avait interdit aux associations de former un recours si le statut de l'association n'avait pas été déposé en préfecture au moins 1 an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, de la demande de permis d'aménager, permis de construire, déclaration préalable du pétitionnaire. Cette disposition a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et on a ici la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui nous dit que cette restriction dans la saisine du juge n'était pas anticonstitutionnelle et qu'elle était donc conforme à la Constitution. Donc, elle est valide. Donc, vérifiez bien quand vous avez des recours contre des permis de construire qui sont formés par des associations, il faut impérativement que les statuts de l'association aient été déposés 1 an avant la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire. Et pas du permis de construire, on est sur la demande du permis de construire. Donc, si un promoteur dépose un permis le 1er juillet 2022 et que vous l'affichez le 2 juillet 2022, toute association qui fera un recours contre ce permis de construire qui sera délivré ultérieurement et dont les statuts n'auraient pas été déposés en préfecture avant le 2 juillet 2021 sera déclarée irrecevable. Voilà pour l'actualité trimestrielle de ce trimestre. Vous êtes invité effectivement à poser vos questions maintenant. Je laisse la parole à Léa. Ça va vous laisser le temps de former éventuellement vos questions auxquelles je vais répondre d'ici 5 minutes. Oui, merci Anthony Bichlen de nous avoir présenté cette actualité. Et merci à tous donc, de participer. Monsieur Bichlen va répondre à toutes vos questions et j'en profite. Et nous vous mettrons un sondage à la fin du webinaire, une fois que les questions auront trouvé leur réponse, pour vous annoncer que le prochain webinaire sur l'actualité trimestrielle du droit de l'urbanisme se déroulera le 11 octobre 2022. Voilà. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Merci. Alors, j'ai une première question. On me demande, peut-on, dans un secteur déjà urbanisé autre que agglomération ou village, prévoir l'implantation d'activités économiques? En parenthèse, vous avez évoqué services publics et logements. Donc, qu'on soit bien clair, l'interdiction, la limitation de l'extension de l'urbanisation dont on a parlé durant cette formation ne concerne que les communes soumises à la loi littorale. Donc, effectivement, si vous êtes dans un secteur autre, déjà urbanisé, autre que agglomération ou village, vous ne pouvez pas faire une extension de l'urbanisation pour de l'activité économique. L'extension, dans ce cas-là, les projets autorisés ne pourront concerner que l'amélioration de l'offre de logement et d'hébergement et l'implantation de services publics. Alors, on ne m'a toujours pas transféré les questions. Autre question qui est posée, nous lançons la révision du PLU, un conseil sur ce qu'il faut ne pas oublier. À ce sujet, une révision de PLU, en fait, c'est similaire à une procédure quasiment d'élaboration. Donc, c'est une procédure qui est extrêmement lourde. Vous devez quasiment tout reprendre. Donc, soyez vigilants, faites-vous bien entourer. L'essentiel, c'est d'être entouré d'un bureau d'études et gardez bien en tête que les révisions qui vont être lancées des PLU actuellement vont devoir intégrer l'objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, là où vous devrez être extrêmement vigilant dans les révisions des PLU à venir, c'est la réduction de la consommation, la lutte contre la consommation foncière, et vous devrez réduire par 2 votre consommation foncière par rapport à la consommation des 10 dernières années. Autre question, microcrèches soumises à un changement de destination lors de leur implémentation dans des locaux à destination de commerce. Il me semble que les microcrèches, sauf si c'est des équipements publics,
elles doivent, à mon avis, être à destination de commerce. Donc, il n'y a pas de changement de destination à faire, mais on pourra vérifier ensemble. Autre question, les mairies ont toujours l'obligation de la demande de permis de construire en mairie. Quel est le délai de l'affichage? Merci. Alors, je lis en même temps que les questions, en même temps que je les découvre. Oui, vous avez toujours l'obligation d'afficher une demande de permis de construire. Vous devez l'afficher en mairie. Donc, ça ne veut pas dire que le permis est délivré. Ça veut dire que vous avez une demande. C'est pour informer la population que sur tel terrain, il y a bien eu une demande de permis de construire. Alors, dans quel délai pour l'affichage? Je crois que c'est un délai de 15 jours, mais je ne suis pas certain, à vérifier. Les mairies ont toujours l'obligation, c'est la même question, est-ce qu'il doit s'agir nécessairement d'une servitude de passage perpétuel pour le terrain enclavé? J'aurais tendance à vous répondre oui. La collectivité doit s'assurer en tout cas de la pérennité de la servitude. Et si on vous présente un document où on vous dit que le terrain va bénéficier d'un droit de passage chez le voisin pour 3 ans, ce n'est pas suffisant à mon sens. Le pourvoi demeure pour les autorisations d'urbanisme en zone tendue. Oui, le pourvoi en cassation demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les contentieux d'autorisation d'urbanisme ou les contentieux de refus d'autorisation d'urbanisme, dans les zones tendues, l'appel est supprimé. Mais la suppression de l'appel ne veut pas dire qu'on ne peut pas se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État contre les jugements rendus par le tribunal administratif. Serait-il possible d'avoir un extrait du plan de zonage de cette commune pour voir comment le juge a apprécié le plan, s'il vous plaît? Question de Fabienne Homo. On pourrait éventuellement regarder. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver qu'on puisse accéder en fait au PLU qui vient d'être annulé. Mais on peut regarder ça ensemble, Fabienne Homo. N'hésitez pas à me recontacter après la formation, à me faire un mail pour que je puisse vous envoyer le plan si j'arrive à y accéder, à le trouver sur le net ou via mes confrères. Peut-on, dans un secteur déjà urbanisé en agglomération ou village, prévoir l'implantation d'activités économiques? Là-dessus, j'ai répondu, la question est non. Un terrain qui comprend une maison, peut-on déposer une PAP avec un PC de démolir, avoir le droit un permis d'aménager avec un permis de construire démolir, avoir le droit à la TVA sur marge? La réponse est non. Donc là, c'est une question de M. Dassonville. Vous ne pourrez pas déposer, vous ne bénéficierez pas de la TVA sur marge pour la simple et bonne raison que vous avez modifié l'identité du terrain. Le terrain acquis par le lotisseur était un terrain bâti, parce qu'il y avait d'ores et déjà une maison sur le terrain. Certes, vous allez le démolir, mais le terrain, vous avez acquis un terrain bâti et vous allez revendre des terrains à bâtir. Donc, il y a une modification de l'identité du terrain qui fait que vous ne bénéficierez pas de la TVA sur marge. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander à votre vendeur de démolir préalablement à la vente. Il démolit, du coup, il va vous vendre un terrain à bâtir. Vous allez acquérir un terrain à bâtir, vous le divisez. Donc, il n'y aura pas de modification d'identité. Ce n'est que dans ce cas-là que vous allez bénéficier de la TVA sur marge. Si terrain bâti, terrain avec maison, et que ce terrain est divisé, je viens de répondre à la question qui était également une question de Nathalie Bassot. C'est la même question que Antoine Dassonville. Non, si le terrain était bâti et que vous le revendez un terrain à bâtir, vous ne bénéficiez pas de la TVA sur marge. Les mairies ont toujours l'obligation d'afficher, ça oui. Hop, je regarde les autres questions. Alors, le refus d'implantation des éoliennes et protection du paysage fondé sur l'article 511-1 du Code de l'environnement peut se faire même si le PLU prévoit la possibilité d'implanter des éoliennes. Question de Nathalie Becerra. Oui, en fait, c'est deux choses bien différentes. Gardez toujours en tête qu'il y a ce qu'on appelle un principe d'indépendance des législations. Donc, vous pouvez parfaitement avoir un PLU qui vous autorise à réaliser des éoliennes et pour lequel vous allez obtenir vos autorisations d'urbanisme.
Ce n'est pas parce que vous êtes bon au niveau du droit de l'urbanisme que vous allez l'être au niveau du droit de l'environnement. Donc, il n'en demeurera pas moins que vous allez devoir solliciter l'autorisation environnementale parce que la création d'éoliennes, dans le cas qu'on a vu, était soumise à autorisation environnementale et que cette autorisation environnementale n'a pas été délivrée car au motif qu'elle portait atteinte, ce projet, au paysage et notamment à sa composante, comme vous l'aurez compris, immatérielle. Donc, vous pouvez parfaitement avoir une autorisation d'urbanisme, mais ne pas pouvoir réaliser votre projet en raison d'une problématique environnementale. La dernière fois, on avait vu l'annulation on avait parlé du projet Amazon. Amazon avait un projet d'implanter un hangar dans le Gard. Le préfet, ils avaient obtenu le permis de construire. Le préfet, il y avait des espèces protégées sur l'emprise du projet, avait accepté de délivrer une dérogation espèces protégées. Cette dérogation avait été contestée et annulée par le juge. Eh bien, Amazon avait une autorisation d'urbanisme, mais en revanche, ne peut pas mettre en œuvre cette autorisation d'urbanisme au motif qu'il n'a pas réussi à obtenir l'autorisation environnementale en l'espèce dérogation espèce protégée dont il a besoin. Donc faites attention, vous avez besoin d'avoir, il y a un principe d'indépendance des législations, c'est pour ça qu'il y a différents codes, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, et ce n'est pas parce que vous avez une autorisation au titre d'un code que vous pouvez mettre en œuvre votre projet. Vous devez obtenir toutes les autorisations au titre de tous les codes qui existent, dès lors que votre projet est soumis, bien évidemment. Je crois que j'ai dû répondre à toutes les questions. Hop, je vérifie. Voilà, si vous n'avez pas plus de questions, ben on va s'en arrêter. On va s'arrêter là. Et puis on se retrouve au mois de septembre, me semble-t-il, pour faire l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de l'été. Voilà, je redonne. Merci Anthony. Oui, alors on se retrouve le 11 octobre prochain, donc pour un nouveau webinaire. Voilà, vous avez un petit sondage qui nous permettra de savoir si vous souhaitez participer ou pas. Merci à tous en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances. Merci. Au revoir.